Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Le monsieur que je veux vous présenter tout à l'heure, c'est lui qui était à l'éminence, au sommet. Il s'agit de Cyril Van Overberg, secrétaire général honoraire du ministère de Sciences et des Arts. Il était directeur, donc en Belgique, il était directeur général honoraire de l'enseignement supérieur de sciences et de lettres, président du Bureau international d'ethnographie, président du Bureau international d'ethnographie. Donc ce n'était pas n'importe qui. Partageons, après son retour, son voyage d'exploration et d'études ou d'enquête ou d'information aux États-Unis, c'est qu'il échange avec Léopold II. Et comprenez combien d'années sont passées où le pays était entre les mains de n'importe qui. L'entretien entre Léopold II et Van Overberg, après son séjour aux États-Unis, je vous relève ici quelques éléments. Je comprends, j'approuve, j'ai coupé seulement. Ne perdons pas le temps. Faites-moi de plans. Faudrait commencer par étudier Sire, ça c'est Overberg qui répond. Faudrait commencer par étudier Sire, les mœurs et les coutumes des nègres du Congo, car l'enseignement de ces diverses écoles doit être adapté à leurs besoins précis. Alors le roi qui lui demande « Votre conclusion ?» Overberg continue « La permission de réfléchir, d'étudier et de dresser le plan demandé. » Le roi qui lui dit « Allez, travaillez vite, souvenez-vous qu'il s'agit du salut d'un continent et de notre bon renom devant le monde. » Et de notre bon renom devant le monde. Ce que je viens de vous lire tout à l'heure comme entretien, je vous ai dit que, d'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui aussi qui pouvait approcher le roi de Belge. Ce sont des milieux où il n'y a que les gens qui ont une certaine influence dans le milieu scientifique, tout consort, qui peuvent bien sûr y pénétrer. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est cet entretien qui semble provenir d'un voyage qui n'est pas indiqué, bien sûr, mais c'est-à-dire ce n'est pas indiqué que c'est le roi qui l'avait envoyé expressément. Mais ça se montre bien que quand il est revenu, il a eu l'audience à Gand, à son chalet d'ailleurs, donc résidence privée comme on peut dire, à son chalet, où il a pu s'entretenir maintenant avec le roi pour lui faire rapport de là où il était parti. Et j'ai pris cette partie pour vous montrer que au moment où on aborde ces choses ici, le Congo était déjà entre les mains de certaines personnes. Que M. Van Overberg qualifie à certains endroits comme étant des gens qui ne méritaient pas prendre une responsabilité au Congo pour mener, puisqu'ils étaient tout simplement des incompétents. Maintenant qu'ils prennent la chose en main, mais c'est le moment où le roi était déjà tourmenté et le roi est fatigué. Et la preuve est que quand ils commencent les travaux de monographie, où ils vont commencer à étudier le mœurs et les coutumes des populations pour que les écoles soient adaptées aux besoins et consorts, 1905, et 4 ans après, le roi ne sera plus aux affaires.
Ça sera bien sûr la Belgique et le gouvernement belge qui prendront les choses. Et il va mourir pour laisser son héritier que vous connaissez, qui est encore un jeune homme, Bwana Kitoko, le roi Baudouin. Donc vous comprendrez que le pays est parti pas sur de bonnes bases, comme les autres pays qui nous entourent. Donc on ne peut pas s'étonner qu'il y ait encore de répercussions de ces années-là jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et si on ne se met pas au travail, nous risquons de perpétuer, puisque nos enfants, surtout nos enfants, puisque vous savez bien que le 32 ans, l'enseignement qui n'était pas bien tenu, les budgets qui étaient les moins chers, le budget qui était minimum possible, c'était les budgets de la santé et les budgets de l'enseignement. Donc, aujourd'hui, dans des bureaux, parfois, tu peux te mettre là, voir quelqu'un qui te présente un titre, mais quand il ouvre la bouche, ça ne correspond pas, bien sûr, à son titre-là. Donc, vous comprendrez que nous avons du pain sur la planche. Et ce monsieur Overberg, qui vient d'ouvrir, bien sûr, les domaines de sciences pour que le travail au Congo puisse honorer son roi et puisse honorer aussi le pays, la Belgique, il va le regretter puisque le roi qui avait organisé tout ça, il va mourir, mais ce qu'il a organisé, les pays voisins, c'est-à-dire la France, la Belgique, disons la France, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, tout le pays qui avait aussi des colonies, iront appliquer ce que lui a décidé ici comme école internationale. École internationale qui devrait former de personnes qui devraient aller prendre des responsabilités, des charges de responsabilité dans des colonies, y compris le Congo qui devenait la colonie de la Belgique. Donc, vous comprenez que M. Van Overberg, qui a introduit carrément tout le travail de recherche, d'études ethnographiques, parmi les éléments que je vous ai racontés ou que je vous ai parlé, certains, c'est le fruit de ce travail ici qui vient de commencer. Mais au moment où on commence le travail pour connaître notre population, ses mœurs, ses coutumes, ses habitudes, mais il y avait le travail d'aventurier qui était déjà entamé. Imaginez-vous, c'est chez toutes les personnes, hein. Je connais des gens qui sont ici en Europe, les Ouest-Africains, ils sont 30 ans en France. Mais vous allez entendre parfois que le français, ils prononcent. Ici en Allemagne, c'est la même chose. Il y a des prononciations, parfois vous vous demandez, est-ce que cette personne écoute les Allemands et même quand ils prononcent certains mots ou ils inventent certaines choses. La première fois que j'ai entendu, par exemple, le Mouching le bar, mais si tu parles de ça à un Allemand, ne va pas te comprendre. Mais les Congolais se comprennent. Ils connaissent de quelle ville s'agit-il. Mönchengladbach. Alors, cette prononciation-là est aussi difficile, alors il passe par... Hein? Beaucoup de Congolais, vous les entendrez pas dire, vous parlez de Aken. Mais ce n'est pas Aken. Non, mais ils ont fait beaucoup d'années. Je donne ces exemples, pas pour me moquer d'eux, mais pour vous dire que quand est-ce qu'au Congo, on a eu le temps de corriger tout ce que les aventuriers avaient déjà mis sur je ne dirais pas le rail, sur les pylônes ou les colonnes, je ne sais pas quel terme je peux utiliser. Est-ce que Léopold II lui-même, qui menait son Congo là où il voulait le mener, il est parti, il est mort. Est-ce que ceux qui l'ont remplacé ont eu l'agenda de Léopold II pour l'exécuter à la lettre? Voilà le problème du Congo, notre Congo. Notre Congo.
Rappelez-vous dans quelles conditions on nous donne l'indépendance. Puisque ceux qui ont repris le Congo, soit c'était pour corriger ce qui s'est déroulé dans le Congo indépendant. On peut même dire que c'était le premier État indépendant de l'Afrique, État indépendant du Congo. Mais ceux qui ont repris, ils ont même fait pire que ça. Puisque les travaux forcés, le fouet, tout a continué. Ils n'ont pas, puisqu'ils ne pouvaient pas utiliser la baguette magique. Hein. Ils ne pouvaient pas utiliser la baguette magique. Ils se sont dit, si ceci a permis à ce que les autres puissent avancer, nous aussi on utilise ça, comme ça on peut avancer. Nous tous ici, on a eu des chicottes en classe, on a eu des blessures à l'école, on a eu des travaux forcés dans des écoles. Aujourd'hui, quand nous nous promenons, on dit non, ça c'est la mentalité congolaise. Les Congolais sont brutaux. Ils tapent, c'est presque la torture chez leurs enfants. C'est presque la torture. Mais qui a amené ces méthodes-là? Qui nous a enseigné ces méthodes-là? Puisque tous les explorateurs qui sont passés ici, je n'en ai pas vu un qui fait allusion à une famille où il a trouvé la torture dans la famille, où chacun, partout, on tapait et qu'on sort, même avec les femmes. Je crois que je ne vois pas de témoignages ici pour des gens qui ont côtoyé certaines familles, nous dire en tout cas ces gens sont des sauvages, ils tapent leurs femmes, ils tapent leurs enfants et qu'on sort. Non. Mais vous remarquerez vous-même que notre société n'était pas partie comme les autres qui nous entourent. Puisque je peux vous dire aussi la même chose quand on regarde l'Angola qui est à côté de nous. C'est la qualité des personnes qu'on a envoyées en Angola. Et la société angolaise aujourd'hui reflète aussi cela. Qui était parti là-bas pour coloniser l'Angola. Et la population telle qu'il est restée, moi je ne vais pas faire l'évaluation ici, mais il y en a qui ont donné des témoignages par-ci, par-là. Il y en a qui ont donné des témoignages par-ci, par-là. Et tout autour de nous, ceux qui ont eu même des sociétés savantes pour diriger leur pays, puisque quand bien même le premier gouverneur de Brazzaville, c'était un noir qui venait des territoires d'outre-mer de la France, mais c'est quelqu'un qui avait un niveau pour pouvoir venir diriger là-bas. Donc vous comprendrez la situation dans laquelle, ce n'est pas pour trouver une excuse, mais nous recourons à ces éléments pour pouvoir arriver à comprendre ce que nous faisons en excès, tout comme en minima, puisque ce que nous faisons en excès, sachez que nous sommes en train de perpétuer certaines choses qui ne devraient pas être grossies comme nous le faisons. Mais parfois, nous oublions des choses que nous négligeons qui pouvaient peut-être faire de nous des êtres responsables, des êtres mûrs, capables de décider et de s'envoler, de voler avec nos propres ailes. Avec nos propres ailes. Que d'être là, à dépendre, à quémander, à pleurnicher. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Donc, ce savant ici, il est parvenu, l'entretien d'ailleurs continue, puisque le roi dit à M. Overberg, le rêve de ma vie est d'élever les populations dont j'ai la charge. J'ai supprimé les guerres entre les tribus, arrêté les invasions, expulsé les trafiquants de chair humaine, mis fin à la traite, empêché l'alcool d'empoisonner les cœurs de l'Afrique. Vous voyez les aventuriers qui étaient venus. Donc l'alcool n'était pas l'alcool qui était aussi fabriqué sur place, mais c'était l'alcool frelaté. On dit frelaté qu'ils avaient amené de mauvaise qualité, quoi. Donc, fait la guerre à l'anthropophagie, au poison de preuve, à toutes les coutumes qui déshonorent l'humanité. Maintenant que la pacification est terminée,
et que les difficultés du début sont vaincues, je voudrais chercher à relever mes Noirs. Puisque c'était son Congo, les Noirs qui habitaient là-bas, c'était ses propres Noirs. À les élever peu à peu à la hauteur de notre civilisation, si possible. Alors il demande à Van Overberg, que proposez-vous? Alors Van Overberg propose la deuxième solution. Il dit, deuxième étape comporte la fondation et la multiplication au Congo d'écoles primaires et professionnelles, à s'aimer dans les pays noirs au centre nerveux et de préférence chez le peuplade supérieur. Voilà, à ce niveau ici, les ethnographes avaient déjà détecté des groupes qui étaient en avance par rapport aux autres. Quand je dis en avance par rapport aux autres, les autres penseront directement au Bas-Congo. Non. Il y en avait beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y a un document qui dit qu'ils n'occupent pas la première position de peuples qui ont une certaine supériorité par rapport aux autres. Il y a des témoignages. Donc, puisque le Bas-Congo, parfois où le royaume du Congo croit qu'il était au-dessus, puisqu'ils ont rencontré l'homme blanc avant. Mais au-dessus, ça peut être aussi ce que nous déplorons aujourd'hui. Nous avons copié le blanc, mais où est-ce que ça nous amène? Nous dépendons jusqu'à une aiguille. Mais il y en avait qui étaient indépendants, qui fabriquaient leurs terres cuites, qui avaient déjà de l'industrie, de l'artisanat, qui avaient leurs habits, que j'ai comparé dans d'autres émissions avec le lin ici. Puisque le lin vient aussi des fibres végétales. Le raffia vient aussi des fibres végétales. Donc, vous comprendrez que le niveau que Van Overberg évoque ici des peuplades, c'est le niveau qu'ils avaient atteint dans leur fabrication, dans leur industrie, dans leur mode de vie, dans leur interprétation de la connaissance de l'être divin. Donc, ce qu'on peut appeler aujourd'hui spiritualité, ou bien dans le temps spiritualité, aujourd'hui je voulais parler de religion, puisque religion, ce sont des organisations qui regorgent à boire et à manger pour servir ceux qui veulent bien abrutir, comme Karl Marx l'a dit, la religion c'est l'opium du peuple. Je ne sais pas si on peut peut-être évoquer aussi de telles phrases et de telles pensées, mais la spiritualité, M. Overberg, avec les travaux qu'il a effectués avec l'éminence de l'Europe, l'éminence occidentale, ils sont arrivés à trouver qu'il y a des éléments qu'on pouvait qualifier de spiritualité et ont donné le nom de religion. Par exemple, ils venaient d'organiser les congrès sur le peuple fan. Et là-dessus, il s'est dégagé les éléments qu'on peut qualifier comme étant religieux ou bien spirituels à notre niveau. Donc, il les classifie. Il les classifie par exemple de la manière suivante. Il dit par exemple, si on procède dans toute société est formée par la combinaison de deux facteurs, un territoire et une population. Ces deux facteurs sociaux engendrent des combinaisons diverses. Ce sont les phénomènes sociaux qu'on peut classer de plusieurs manières. On a proposé de s'en tenir à un ordre de la généralité des croissances et des complexités des croissances. C'est comme ça qu'il classifie les phénomènes économiques, en premier lieu, les phénomènes familiaux, deuxième lieu, les phénomènes esthétiques, troisième lieu, les phénomènes idéologiques, quatrième lieu, et je préfère vous dire déjà d'emblée que la religion est classée comme un sous-ordre de ce quatrième phénomène, phénomène idéologique. Et cinquième, on met le phénomène moraux. Sixième, le phénomène juridique. Et septième, le phénomène politique.
Et en ce qui concerne la religion, par exemple, je viens de vous citer ce qu'il a dégagé dans des travaux scientifiques qu'ils ont organisés chez les Fang. Fang, pour ceux qui veulent bien sûr être fixés, c'est une tribu qui se trouve au Gabon, entre le Gabon et le Cameroun, je pense. Donc, il dit ceci, en collaboration avec les pères Tri, les bras droits de Monseigneur le Roi, j'avais organisé l'exposition du phénomène religieux chez les Fang. Il était démontré que le phénomène religieux proprement dit peut se classifier chez les Fang de la manière suivante. Il y a les totems, les totems collectifs, c'est-à-dire au niveau de la tribu et au niveau du clan. Par exemple, quand on parle de totems, je peux vous donner chez les Bachila Kassanga, par exemple, on dit qu'ils ne peuvent pas manger les pangolins, puisque c'est l'animal totémique chez eux. Ils savent ce que cet animal a fait pour eux, peut-être pour sauver leur vie ou consorts et consorts. Ce sont des sujets peut-être qu'on peut approfondir en confrontant bien sûr le groupe concerné. Et les totems individuels, les totems des sociétés secrètes. Il y a le man. Le man, ce sont les esprits identifiés, par exemple les ancêtres, à qui on accorde le nom. Et puis il y a les dieux. Et cette classification ici, c'est à la suite de travaux organisés chez le Fang. Et il vous dit que ce qu'il a constaté chez le Fang peut être généralisé pratiquement dans toutes les sociétés de l'Afrique. En outre, il était démontré par une série de preuves irrécusables que la vie religieuse s'est manifestée dans tous les phénomènes sociaux, depuis les plus généraux jusqu'aux plus rares, depuis le plus simple jusqu'au plus compliqué. La ressemblance avec les sociétés secrètes était frappante. Les sociétés secrètes, c'est-à-dire les francs-maçons, les autres, il y a beaucoup de sociétés secrètes d'ailleurs de ce côté. Alors, pourquoi il dit que c'était frappant? Puisque il a trouvé que le procédé était fourni par l'inscription, aucune représentation des dieux, ni idole, ni image, ni temple, ni culte, ni sacerdoce, ni rite. Croyance en un être, sur l'être créateur, organisateur du monde et puis juge. Donc vous comprenez que la notion de Dieu ne nous est pas parachutée. Et c'est d'ailleurs dans la suite de ses travaux que lui-même indiquera, il indiquera que comme les sociétés africaines ont déjà les phénomènes religieux, la représentation des dieux, au lieu d'y aller par la méthode brutale, il faut y aller par la méthode de persuasion. C'est-à-dire, nous allons nous insérer en utilisant leur vocabulaire, leur méthode et consorts, la méthode douce. La méthode douce. Mais le problème qui s'est posé, c'est que l'utilisation de la méthode douce était utilisée parallèlement par ceux qui étaient têtus, qui voyaient que la méthode la plus rapide, c'était la méthode de brutalité. Éliminer tous les ngangas, éliminer les devins, éliminer, et pourtant, il y a toute une classification. Mes chers téléspectateurs, c'est sur ce point-là que je préfère, bien sûr, aujourd'hui arrêter cette émission avec vous. Si vous êtes intéressé, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire analyser le phénomène religieux lui-même. Aujourd'hui, j'ai voulu vous dire que voilà comment notre pays est d'abord parti. C'est sur l'aventure. Et je vous ai dit que le roi qui a fait que le Congo soit le Congo aujourd'hui
il était qualifié de roi commerçant. Et l'utilisation de religieux et de la religion au Congo n'était pas basée sur l'évangélisation, mais c'était sur la mise en valeur du territoire qui était très grand. Et toute la Belgique tremblait puisqu'il croyait que le roi allait s'appauvrir. Il semble que le roi était même, disons, remis à ses esprits par sa propre femme, qui lui a dit, Léo, en tout cas, tu risques de nous mettre dans de pétrins, puisque tu vas engloutir tout ton argent dans ce territoire-là. Merci beaucoup, je crois que vous avez compris. C'est une émission qui demande d'aborder beaucoup de petits points qui sont très sensibles. Et je crois que nous allons faire un effort, nous tous, pour comprendre quel est l'intérêt de pouvoir entrer dans ceci. Puisque je vous dis que si vous n'approfondissez pas des sujets comme ces sujets ici, c'est ainsi que beaucoup s'abandonnent entre les mains de n'importe quel charlatan qui se présente, puisque tous vous disent qu'ils vont vous mettre en relation directe avec Dieu. Mais il n'y a pas eu de nouveauté. Si ceux qui nous ont amené ces religions-là savaient que c'était comme ça, je vous ai parlé du père Wing qui parle de la force de nos clans. Mais c'était un prêtre jésuite. S'il savait qu'il y a possibilité qu'on puisse communiquer directement avec Dieu. Mais nos ancêtres savaient quand ils disaient que communiquer, mais ils passaient par des intermédiaires. Ils passaient par des intermédiaires. Donc, vous comprendrez qu'en matière spirituelle, puisque l'homme est essentiellement spirituel, je vous ai dit, l'homme est essentiellement spirituel. J'enlève un peu le mot religieux. Je vous ai déjà dit que si vous voulez comprendre les nuances, il y a notre confrère Omotunde qui explique ça très bien, que l'Africain, c'était la spiritualité et non pas la religion. Puisque si vous entrez sur le terme religion, vous allez en latin, vous allez trouver que c'est lié. Or, la spiritualité ne lie pas. La spiritualité encadre et forme même l'être humain. C'est par là que je préfère bien sûr vous dire merci de m'avoir accordé votre attention. Je sais bien que ce sont des sujets qui sont trop philosophiques, qui demandent trop de concentration pour pouvoir arriver à lier tous les éléments qui sont dispersés par-ci, par-là. Mais je pense qu'avec les échanges, nous pourrons peut-être arriver à un point commun et à l'objectif qui est poursuivi pour que nous tous nous puissions être éveillés et qu'on ne vienne pas nous raconter n'importe quoi. Merci beaucoup et je vous dis au revoir et à la prochaine pour nos prochaines émissions et bonne année, comme nous sommes encore en début d'année pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de chemin. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.